Bonsoir. Ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle saison et on la démarre avec celle qui est la plus jeune invitée du cycle La Voix au chapitre depuis qu'il existe, c'est-à-dire il y a maintenant 17 ans, puisqu'Amandine a seulement 29 ans et elle va nous raconter. 30. Ah pardon, je vous ai rajeuni, mais vous êtes toujours la plus jeune en tout cas. Alors elle va nous raconter ce qu'elle a vécu pendant 15 mois, une expérience unique, difficile, par moments très difficile même, une expérience en Afghanistan, puisqu'elle a été recrutée donc à 28 ans et nommée responsable du centre d'éducation civique à Kaboul pour sensibiliser pendant un an le peuple à l'élection présidentielle qui allait se présenter, les sensibiliser à leurs droits et à leurs devoirs civiques. Et croyez-moi, dans un pays comme celui-là, compte tenu du nombre d'ethnies et aussi de la présence des talibans et de leurs menaces, c'était extrêmement compliqué. Elle va nous le raconter, comme elle le raconte dans ce livre, qui s'appelle donc « Le vol des colombes, journal d'une volontaire en Afghanistan ». Elle était engagée donc aux côtés des volontaires des Nations Unies. Amandine, avant de parler de cette expérience-là, il faut quand même expliquer pourquoi vous êtes allée en Afghanistan, parce que c'est une vieille histoire d'amour finalement. Oui, on peut dire ça comme ça, en effet. En tout cas, mes moments les plus forts dans ma vie, je les ai vécus près du peuple afghan, en tout cas dans ce pays. Dans la mesure où j'ai travaillé auprès de l'UNICEF en l'an 2000 et j'ai eu affaire à rencontrer, à aider les réfugiés afghans qui fuyaient les talibans et qui ont échoué sur 2 îles de la rivière Piange entre le Tadjikistan et l'Afghanistan et qui vivaient dans des conditions totalement terribles. C'était une situation de terreur et d'horreur dans la mesure où les îles étaient marécageuses et minées. Et ils étaient pris en étau entre les chars russes d'un côté et les kalachnikovs des talibans de l'autre côté. Et en allant aider ces Afghans sur ces îles, j'ai eu le sentiment en effet d'aller dans l'enfer. Et j'ai découvert un petit Éden d'hospitalité, de générosité, de féminité, d'humilité. J'ai trouvé un petit paradis terrestre en fait. Pourquoi ? Puisque ces Afghans finalement si nobles et si fiers, si généreux et élégants, avait reconstitué une sorte de microcosme de vie. Un instituteur avait créé une petite école dans des huttes. Ils avaient coupé les marécages, les roseaux, et avaient fait une petite école. Et pour se protéger des tirs des talibans, ils avaient fait des terriers, ils vivaient comme des renards. Les femmes étaient parties seulement avec de la farine dans les poches. Avec les bouts des marécages, ils avaient fait des fours tandoor pour faire des galettes. Leur seule et unique richesse, et pour nous remercier d'être venus en aide, ils nous avaient offert ces galettes. Enfin bon, j'ai vécu vraiment des moments très très forts avec les Afghans et avec une envie, c'était les rencontrer, apprendre à les connaître d'une autre manière. Vous êtes tombée amoureuse de ce pays aussi, parce que c'est un magnifique pays, et aussi donc de ses habitants. Auparavant, vous aviez déjà mené un certain nombre d'actions aussi avec l'UNICEF, c'est ça? Alors dans d'autres pays, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Dans quel cadre? Et en Arménie. Ouais. Voilà, donc toujours l'engagement auprès des enfants. Pourquoi? Parce que je pense qu'en effet... tout l'espoir est à mettre dans les générations futures. J'ai eu la chance d'avoir une enfance choyée, heureuse, remplie d'amour. Et je pense qu'en effet, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on a des bases solides pour partir dans la vie. Et en effet, donc je crois beaucoup à la place de l'enfant dans la société. Vous êtes une aventurière d'abord dans l'âme. Oui, voyageuse, bien évidemment. C'est vos parents qui vous ont inculqué ce goût du voyage? Oui, mes parents. Mon père, maman est polonaise déjà, donc c'est attrait pour une autre culture, un autre peuple. En plus, à l'époque, je rendais visite à mon arrière-grand-mère, mes oncles et tantes qui vivaient là-bas et c'était sous le régime soviétique. Donc, prendre conscience quand même des conditions de rationnement, tickets de rationnement, les queues et autres, ça m'avait assez choquée, je me souviens, enfant. Et puis un père fou de voyage, donc quand j'étais enfant, il avait acheté un camping-car pour pouvoir voyager avec ses 3 enfants sur les routes d'Europe et de Navarre, pardon, et pouvoir nous montrer d'autres peuples, d'autres cultures. J'ai souvenir comme ça de paysages magnifiques, enfin en tout cas de beaux voyages en famille dans le désert du Sahara ou dans les îles grecques ou en Italie, enfin bon. Et très vite, il nous a mis en tout cas ce virus-là. Et puis une grand-mère aussi très féministe et avant-gardiste qui poussait ses petites filles à partir sur les routes et qui tous les étés louait un mât en Irlande pour qu'on apprenne l'anglais et qu'on soit forte. Et donc en effet, elle a réussi parce que toutes mes cousines sont aux 4 coins de la planète en fait. Vous avez aussi un modèle, une aventurière suisse, je crois, qui s'appelle Ella Maillard, c'est ça? Oui. Ouais. Ça, c'est votre modèle? Pour quelle raison? Alors, plusieurs modèles, Isabelle Eberhardt, Alexandra Davinel,
Ella Maillard. Alors pourquoi Ella Maillard? Tout simplement puisque de ces 3 aventurières, c'était la seule qui était encore en vie. Et j'avais lu tous ses récits de voyage. J'avais eu envie en effet de la rencontrer. Une amie la connaissait, elle m'avait donné ses coordonnées, je l'avais contactée et elle m'a donné rendez-vous. Et elle est décédée juste avant le rendez-vous. Alors autant vous dire que j'étais plutôt déçue puisque ça faisait 2 ans que j'avais son numéro de téléphone. Je me suis dit, quand même, à quoi bon attendre? Elle avait 94 ans, je la croyais immortelle, et bien non. Et finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que j'avais quand même envie de la rencontrer d'une autre manière. Donc j'ai eu envie de sublimer sa mort et repartir sur ses traces avec ses livres et ses photos pour repartir dans tous les pays où elle avait été en Asie pour comparer 70 ans après son passage ce qui avait pu changer dans ces régions-là. Et vous avez donc fait vôtre cette phrase d'Ella Maillard qui dit « Lire, c'est bien, mais il est mieux d'aller voir ». Bien Ça, sûr. c'est vraiment sa formule. Alors, on va essayer de revenir donc sur cet engagement en Afghanistan qui était finalement, j'allais dire, assez écrit tant il y a eu de coïncidences, de rencontres qui vous y ont amené. Alors, le livre commence dans la nuit du 10 au 11 septembre 2001, qui n'est évidemment pas une date prise au hasard. Vous êtes à Kaboul à ce moment-là. Pour quelle raison d'ailleurs? Alors, pourquoi la raison? Eh bien, comme je vous dis... Vous n'êtes pas encore engagé pour l'ONU à ce moment-là. Non. C'est 2 ans avant. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu cette première rencontre forte avec ces Afghans et je n'avais qu'une idée en tête, c'était partir en Afghanistan, découvrir ce peuple. Et donc j'avais essayé par tous les moyens, j'avais pris des vacances, j'avais demandé à mon directeur d'aller dans la partie de l'Alliance du Nord, voilà, et j'avais pris un billet d'avion des Nations Unies. Et arrivé à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, l'avion était complètement criblé de balles. Les talibans avaient tiré dessus et le pilote avait dit il est hors de question que je retourne, donc le vol avait été annulé. Mais j'avais quand même envie d'y aller, donc j'ai essayé de partir avec une voiture d'une ONG. Et arrivé à la frontière, je n'avais pas d'autorisation des Russes, donc j'ai dû rebrousser chemin. Et j'ai de nouveau essayé avec le commandant Massoud, qui à l'époque était notre voisin à Dushanbe. Un ami m'a dit il partait le soir même en hélicoptère sur son champ de bataille, dans son fief en Afghanistan. Et il m'a proposé une place dans son hélicoptère. Donc j'étais juste allée retourner voir mon directeur en disant finalement je ne prends pas le vol des Nations Unies, je pars en hélicoptère avec Massoud. Et là, aux grandes dames, aux grands dieux, mon directeur a hurlé en disant non, quand même, tu es sous ma responsabilité, tu vas atterrir sur un champ de bataille, tu es une femme, tu ne parles pas farsi, tu ne parles pas la langue, j'interdis que tu partes là-bas. Et je lui en ai voulu quand même parce que je me suis dit c'était quand même une belle opportunité de découvrir l'Afghanistan. Jamais rencontré donc je l'ai vu mais je n'ai pas voyagé avec lui. Et on le voyait souvent puisqu'il était près de chez nous. Mais en tout cas, ça m'a encore donné la hargne de vraiment essayer, mais cette fois-ci côté taliban. Côté taliban, donc c'était encore plus dur. Et c'est la raison pour laquelle, en partant sur les traces d'Ella Maillard avec mon petit sac à dos de 8 kilos et en quittant cette mission pour l'UNICEF au Tadjikistan, je suis partie après au Kyrgyzstan, vivre un peu avec les nomades, comme à l'époque d'Ella Maillard. Puis après, j'ai franchi la frontière pour aller dans le désert du Taklamakan, dans le Xinjiang, en Chine, où là, les Chinois ont cru que j'étais une espionne parce que j'allais dans toutes ces régions où Ella Maillard avait traversé dans les années 30, qui ont été depuis littéralement pillées. Toutes les fouilles archéologiques ont été pillées. Et maintenant, c'est une base d'essai nucléaire. Donc j'ai dû vite rebousser chemin pour aller au Pakistan, dans Vella Hunza, et arriver fin août 2001 à Islamabad, côté pakistanais. Et arrivé à Islamabad, qu'une envie, aller en Afghanistan. Et j'ai eu la chance de rencontrer Georges Lefebvre, directeur de l'Alliance française d'Islamabad. Et je lui ai fait part de mon souhait d'aller en Afghanistan et il m'a pris un peu pour une folle en disant mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement. Ils ont pris en otage des étrangers de l'ONG Shelter International qui fait du prosélytisme, ils distribuent la Bible sous la burqa. N'essaye surtout pas de rentrer avec une autorisation d'une ONG parce que tu vas te griller. J'ai dit oui, mais j'ai quand même bien envie d'y aller. Et là, il a voulu m'aider. Et il s'est rappelé que parmi ses étudiants en français, il y avait un des étudiants qui était le fils d'un grand chef taliban de Kaboul. Et nous l'avons convié dans son bureau. Et je lui ai fait part de mon souhait de partir en tant que simple touriste en Afghanistan. Et il a tout de suite accepté. Il a appelé son père qui nous a délivré 2 visas pour Georges et pour moi. Alors donc ce 11 septembre, il se passe 2 événements évidemment très importants pour l'Afghanistan. D'abord l'assassinat du commandant Massoud, ce qui n'est pas rien évidemment dans ce pays où il est un véritable héros. Et puis évidemment l'attentat contre le World Trade Center, notamment aux États-Unis, dont vous vous retrouvez finalement dans le pays que les États-Unis vont bombarder en représailles évidemment, puisque le pays est suspecté d'héberger Ben Laden. Et donc vous êtes obligé de quitter le pays, vous arrivez donc à la frontière avec le Pakistan, et là,
il va se passer finalement une rencontre qui va totalement bouleverser votre vie, en tout cas qui va vous pousser à aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire du tourisme certes, mais aussi d'être au service des gens. Mais là, c'est vraiment l'engagement qui vous est venu à ce moment-là, en tout cas ce désir-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette frontière alors? Alors, en effet, vous l'avez vite résumé, mais c'est vrai que pour moi, c'était très dur, puisque c'était mon premier jour en Afghanistan, et nous sommes réveillés par les bombes de l'Alliance du Nord qui bombardaient l'aéroport pour finalement pour répliquer à l'assassinat de Massoud et montrer qu'ils étaient encore vaillants. Et après, nous avons poursuivi notre pays dans tout le pays, et arrivé dans le Nord, nous avons appris qu'en effet, George Bush avait l'intention de bombarder l'Afghanistan. Et nous, contrairement à tous les étrangers qui étaient là, nous n'avons pas évacué tout de suite, puisque nous étions simples touristes et nous n'avons pas reçu l'ordre d'évacuation. Et c'est finalement en apprenant, parce qu'il faut quand même imaginer à l'époque, c'était un pays comme moyenâgeux, c'est-à-dire coupé littéralement du monde, sans télé, sans radio, sans presse. Et en fait, dans ce nord du pays, nous avons quand même réussi à capter la BBC. Et là, nous avons appris qu'en effet, pour contrer le flot de réfugiés, les Pakistanais avaient fermé leurs frontières. Et c'est là qu'en effet, prenant peur en fait, pourquoi? Puisque pour partir d'Afghanistan, enfin, nous étions complètement enfermés en Afghanistan, coincés, puisque les autres pays frontaliers, c'était l'Iran, mais pour aller à Islamabad, le Pakistan, il fallait traverser tout le désert du Balouchistan, ou sinon l'Ouzbékistan, mais il fallait traverser donc le Tadjikistan. Il y aller au plus rapide, quoi. Aller au plus rapide, et donc repartir très vite à la frontière. Et arrivé à la frontière, les Pakistanais étaient assez effarés de nous voir là, en disant mais qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 10 jours que tout le monde a évacué. Alors nous sommes de simples touristes. Oui, mais on aimerait bien vous aider, mais les talibans, il faut d'abord qu'ils acceptent de vous ouvrir. Et ils ont bien évidemment refusé, puisque nous avions des passeports français. Le gouvernement français avait accepté de bombarder. Nous étions des proies faciles. Et Georges m'a demandé de ne pas participer à la négociation de libération, de notre libération. Donc je suis partie jouer à l'extérieur avec des petites Afghanes, des petites filles. On a passé la journée ensemble à lire, à apprendre à compter en français, en farsi, des comptines et autres. Et arrivé à 9h du soir, Georges est arrivé en furie me voir en me disant « ça y est, c'est bon, on est libéré, on peut partir ». Pourquoi? Puisque un des talibans a sauté sur une mine et pour se faire amputer le plus rapidement la jambe, il souhaite aller à Peshawar, l'hôpital le plus proche, côté pakistanais. Donc ils ont demandé aux Pakistanais d'ouvrir la frontière. Et à ce moment-là, les petites Afghanes avec qui je jouais, il y en a une d'entre elles qui a compris ce qui se passait. Il a compris que j'avais la chance de pouvoir partir. Elle s'est agrippée à moi, elle m'a sauté au cou, elle a enfoncé ses ongles dans mes bras et elle a hurlé « Peshawar, 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 prends-moi, je veux venir avec toi, je veux partir avec toi ». Et moi, j'ai absolument pas réfléchi, j'ai laissé parler mon cœur et j'ai pris cet enfant, je l'ai mise dans la voiture. Et Georges s'est retourné en disant « mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec cette petite gamine ?» Je dis « bah, faut la sauver. » Enfin, il me dit mais non, enfin lui il laissait parler la raison en me disant mais elle a peut-être des parents, tu vas pas l'adopter. Et pourquoi elle et pas l'une des 500 autres autour? Pourquoi ce choix-là? Et il avait raison bien évidemment, mais alors j'ai dû dire à ces petits enfants non je suis désolée je peux pas te prendre. Et il fallait faire très très vite parce que la frontière s'ouvrait et le convoi partait traverser les zones tribales. Et vraiment ça ressemblait un peu comme à une scène de film, c'est-à-dire que cet enfant est descendu, je me suis quand même retournée pour dire au revoir et je la voyais me dire au revoir comme ça et en pleurant. Et en fait vous avez raison de dire que c'est là que m'est venu le désir d'engagement, dans la mesure où quand je suis arrivée à Islamabad, je me réveillais en pleine nuit tous les jours à 4h du matin et je voyais les billes noires de cet enfant qui me regardait en me disant « mais pourquoi tu m'as pas prise ?» Et c'était d'une angoisse terrible. Et vous avez dit « il faut que je revienne aider ce peuple ». Voilà, ouais. Et dans le premier récit de voyage nomade sur la voie de l'Alamaïar, je l'apostrophe, je l'appelle ma petite comtesse aux pieds nus, puisqu'en effet elle était aux pieds nus, mais elle était tellement une petite princesse, très digne. Et je lui dis, mais je suis désolée, enfin, tu sais, je n'ai pas pu t'adopter, mais sache que tu m'as envoûtée, tu reviens dans mes rêves, et je te promets que je reviendrai. Je ne sais pas pourquoi faire et autres, mais en tout cas, je te promets que ce n'est pas toi que j'adopterai, mais tes pères, tes frères, pour aider finalement à reconstruire ce pays et montrer à ce peuple ce qu'est une vraie vie finalement, sans guerre ni famine. Enfin, je ne pouvais pas rester insensible aux cris de douleur de cet enfant qui fuit comme ça les bombardements, et de là m'est venu en effet le désir d'engagement. Et j'avais qu'une idée. Après, j'ai continué mon périple comme ça au Pakistan, en Inde, Népal, Tibet, Chine, Russie, Sibérie et autres. Mais arrivant en France, j'avais qu'une parole à la bouche, c'était « je veux aller en Afghanistan ». Et donc j'ai dû reprendre des forces et tout, et écrire, relater. Mais dès que le moment s'est présenté, il fallait vite que je reparte là-bas. Donc vous y revenez en 2003, donc 2 ans après, dans un pays qui est
complètement transformé, hein, 2 ans Complètement. après. C'est plus la même chose, on n'est plus du tout au Moyen-Âge quasiment. Ah non, Ouais. c'est ça qui m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que moi j'avais quitté Kaboul, en plus vraiment au pic hein, du régime taliban, voilà, où en effet les agents de la répression du vice et la promotion de la vertu étaient dans les rues avec leurs lanières en cuir à courir après les femmes pour voir si elles rentrent bien chez elles ou vont à la mosquée ou jeter de l'acide à la figure des femmes si elles n'ont pas la burqa ou pas le grillage assez serré. Vraiment, il y avait un silence de mort. C'était très lourd et très pesant dans les rues de Kaboul. Et là, j'arrive à Kaboul et c'est l'ébullition. Ça grouille, ça crie, ça klaxonne. C'est extrêmement pollué. Pourquoi? Puisque, eh bien parce que, alors c'est amusant, il y a tous les, il y avait la vague hippie des années 70 qui était venue avec leur van Volkswagen. Alors c'est drôle de voir comme ça dans les rues de Kaboul, Love No War. En fait, L'amour, pas la guerre. Oui, l'amour, c'est vrai, pas la guerre. Ils étaient loin de s'imaginer que le pays allait tomber dans 25 années de guerre juste après leur départ. N'empêche que les Afghans ont retapé ces Volkswagen ou ces coccinelles ou ces 2 chevaux et elles roulent encore, mais enfin elles sont extrêmement polluantes et depuis il y a tous les 4x4 des ONG et des organismes internationaux. Donc une ville extrêmement polluée et polluée aussi par quoi? Par toute la poudre à canon, par la chair en putréfaction, par ces maisons en torchis qui avec les tempêtes de vent partent comme ça en lambeaux. Oui, et puis même, il n'y a pas de tout à l'égout, donc en fait, il y a une étude qui a été faite, 60% de matière fécale dans l'air, enfin bon, c'est très difficile à respirer. Alors vous êtes donc en mission pour l'UNESCO à ce moment-là, on ne va pas revenir sur cette mission, on va arriver assez vite sur votre engagement avec les volontaires de l'ONU, et vous êtes là depuis à peine 10 jours et vous vous dites « je veux vivre ici ». Comment est-ce qu'au bout de 10 jours, enfin c'est vrai que vous étiez déjà venu dans ce pays, mais au bout de 10 jours se dire je vais quasiment adopter ce pays? Par rapport à tout ce que je vous ai raconté auparavant, je savais que je revenais pour m'engager. Et là c'était une confirmation, vous sentiez que c'était, oui. vous aviez l'Afghanistan au cœur presque finalement. Je savais exactement que je revenais pour m'engager. Je ne savais pas de quelle manière. Et c'est d'ailleurs, j'encourage tout le monde à faire la même chose, c'est-à-dire plutôt que d'attendre une réponse d'une ONG ou autre qui met des temps à arriver, si vous savez, si déjà vous avez un savoir-faire, si déjà vous savez quel pays vous plaît, ou si vous avez un pays de prédilection, moi je dis à tout le monde, prenez votre billet d'avion, allez sur place et vous trouverez directement sur place. Parce que dans ces pays-là, il y a tellement à faire, tellement à reconstruire, on a tellement besoin de bonnes énergies, enfin de bonnes volontés plutôt, qui ont l'énergie et le temps, qu'on trouve toujours. Et en fait, arrivé à Kaboul, j'avais vraiment la confirmation que c'était là. Et pourquoi la confirmation? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que j'ai retrouvé par hasard mais des personnes que j'avais rencontrées il y a 15 ans, il y a 2 ans, c'était toujours un lien. Je me disais, mais qu'est-ce que toutes ces personnes que je connais font là, à ce moment-là, en même temps? Et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de coïncidences. Et j'en ai parlé avec un Afghan. Et lui m'a répondu, mais tu sais, le hasard est finalement le manteau que Dieu veut bien revêtir quand il veut nous rendre visite. Et en fait, ça voulait tout simplement dire, tu es au bon endroit au bon moment, reste-y, tu vas voir, tu vas trouver rapidement un travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, le hasard d'une rencontre, donc. Voilà, j'étais étudiante en ESS de diplomatie et de relations internationales. Et le hasard a fait que j'ai retrouvé un ami de promo à Kaboul qui était là, mandaté par les Nations Unies et qui dirigeait la section d'éducation civique des Nations Unies et qui venait d'apprendre qu'une Espagnole se désistait pour son job. Il m'a dit, écoute, je crois que tu as le profil, postule, va passer un entretien avec le directeur des volontaires des Nations Unies, qui était un Suédois. Je passais un entretien en anglais. Puis avec le directeur de l'éducation civique, c'était un Colombien, donc je passais un entretien en espagnol. Et à la fin de la journée, j'ai su que j'étais prise, voilà. Et j'ai signé d'abord pour 3 mois. Ah oui, finalement, vous allez y rester 15. Alors vous rejoignez donc la grande famille de ce qu'on appelle là-bas les peacekeepers, les gardiens de la paix finalement, 53 000 dans le monde, dans 94 pays. Et c'est vraiment à ce moment-là le plus gros projet finalement jamais mis en place depuis une dizaine d'années par le programme des Nations Unies et pour le développement. En termes de nombre de personnes employées, l'ampleur de la logistique, 220 millions de dollars, c'est considérable. Et pour vous, une mission finalement qui consiste donc à faire prendre conscience au public de ses droits, de ses devoirs physiques. Ça passait par quoi au départ, lorsqu'on vous a briefé, lorsque vous avez eu l'entretien, comment on vous a présenté le poste finalement? Alors c'est ça que j'aime beaucoup dans les Nations Unies, c'est que vous n'avez peut-être pas le profil. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement ouvert et puis compétent, enfin en tout cas bosseur. Après, on s'adapte.
voilà, après on s'adapte. Donc pendant une semaine, nous avons reçu une formation pour devenir éducateur civique. C'est tout un système de formation en cascade. C'est-à-dire, on vous forme, vous êtes membre international, éducateur volontaire international, et ce sera à vous de recruter vos propres éducateurs volontaires nationaux. Donc le but était de pouvoir toucher toutes les couches de la population, donc pouvoir recruter des hommes, des femmes de toute origine sociale, culturelle, toute ethnie, Hazara, Ouzbek, Pashtun, Tadjik, Turkmène, Kouchi, nomades, voilà, des ingénieurs, des médecins, des instituteurs, des anciens prisonniers, enfin des mollahs même, pour pouvoir faire en sorte d'aller au plus près de la population et pouvoir leur expliquer concrètement qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin des talibans, parce qu'il y a des régions, ils ne savaient même pas. Les talibans, c'était fini. C'était fini. J'ai su, même dans la région de Zaboul, ils ont vu des Américains débarquer, ils pensaient que c'était les Russes qui revenaient. Donc, non, ils sont complètement coupés du monde. Et, donc le but était là, c'est-à-dire d'abord recruter ces Afghans, les former, et puis c'était à eux après d'aller faire ces cours intensifs de démocratie, on va appeler ça comme ça, mais on n'avait pas le droit de dire démocratie parce que dans les mémoires collectives, pour eux ça avait un mauvais souvenir, c'était la présence des soviets qui voulaient mettre en place un parti démocratique, et ça ils ont laissé de très mauvais souvenirs chez les Afghans. Et puis, donc, le but était que on faisait former des petits groupes de 4-5 Afghans qui allaient dans les différents arrondissements, régions, provinces de Kaboul, donner des conférences dans les bazars, dans les mosquées, pardon, dans les mosquées. Parce que vous êtes dans une abbaye, ça. Oui, voilà, ou dans les abbayes, dans les mosquées, dans les hôpitaux. C'est extrêmement compliqué pour les gens que vous avez recrutés parce qu'en fait, suivant leurs ethnies, vous ne pouvez pas les envoyer dans certains territoires. Elles peuvent être extrêmement mal reçues. Ça, c'est très compliqué. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que, pour faire simple... Il y a combien d'ethnies différentes dans ce pays ? Il y en a beaucoup, mais il y en a surtout, on va dire, 5 principales. Ouzbek, Turkmène, Hazara, Tadjik, Pashtun. Voilà. Et après, il y a des petites ethnies. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec 5 différentes. Et pour faire simple, parce que bien évidemment, parce que quand vous êtes responsable de 60 Afghans, il y en a toujours un qui va avec la copine ou avec le frère ou tout ça. Donc c'était extrêmement difficile à organiser. Donc je dis, bon, ça suffit, maintenant tirage au sort, un homme, une femme, voilà, en binôme. Et vous allez aller dans telle région, dans telle province. Et comme ça, c'est vrai que c'est comme ça qu'on apprend, mais dans mon tirage au sort, je sais qu'une fois, c'était une femme Hazara que j'avais envoyée dans le fief des talibans Pashtun. Et elle est revenue complètement en pleurs, en disant, soit j'arrête de travailler, soit vous me changez d'endroit. Ben non. Parce que le gouverneur m'a dit, si tu reviens, on te coupe la tête. Voilà. Parce que et pour eux, déjà qu'une femme lui donne des ordres et lui explique ce qu'il faut faire, déjà c'est très difficile, mais qu'en plus qu'elle soit d'une autre ethnie, non, ça c'était complètement inconcevable. Donc c'était à moi de prendre conscience, en effet, de toutes ces fossés culturels et ethniques, et on a beau dire qu'il n'y a pas de guerre interethnique, quand même, il faut pouvoir s'adapter. Et voilà, et donc tout le but était d'aller dans tous ces lieux-là avec des posters. Ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'on procédait. Parce qu'en fait, il faut dire que le pays est à 80% analphabète, donc tout passe par des affiches, des dessins, qu'ils interprètent d'ailleurs plus ou moins bien des fois, c'est ça, non ? Exactement. Il y a une histoire avec la colombe qui est... Oui, qui est assez comique. Hein. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent pas lire, tout se passe par des dessins. Donc la première affiche, c'était, on voyait la guerre, et on disait... ça fait 25 ans que votre pays est en guerre, maintenant il est temps de reconstruire l'Afghanistan. Et on voyait une famille qui était en train de reconstruire une petite maison, leur maison. Alors voilà, et à chaque fois, moi je leur faisais répéter. Et en l'occurrence, quand j'ai fait répéter à mes nomades, ils étaient là, bon, il faut qu'on reconstruise votre maison, mais le problème c'est qu'on n'a pas de maison. Alors soit vous changez vos dessins, vous mettez une tente, soit vous nous offrez des maisons. Bon, et tout se passait, alors on expliquait dans ces posters, qu'est-ce qu'un président, qu'est-ce qu'un parlement, pourquoi des ministres, pourquoi prendre une carte électorale, pourquoi participer à la vie publique, à quoi ça sert de s'engager. Alors surtout, tout notre travail était de redonner confiance aux femmes afghanes. Qui est votre cible privilégiée finalement. Cible principale. Principale pourquoi ? Parce que justement, elles ont tellement souffert de ces boucheries fratricides et sanglantes. Elles sont pour la plupart veuves. Et le but était de leur redonner confiance. Elles étaient timorées, recluses chez elles, avec des groupes de volontaires, faire du porte-à-porte et leur dire
Maintenant, c'est fini. Article 22 de la Constitution, égalité des droits entre l'homme et la femme. Vous pouvez vous le revendiquer. Alors, c'est facile à dire comme ça. N'empêche que ça marchait. Ça marchait pourquoi? Puisque au tout début, donc pour finir quand même avec les posters, c'est-à-dire que par rapport à la colombe, je pense qu'on parlera des femmes après, mais ce qui était amusant, c'est qu'on se rendait compte, même si Jacques Zalès, le Français qui dessinait, qui faisait des dessins pour les Nations Unies avec 2 dessinateurs afghans, les faisait tester et autres, on s'apercevait qu'en fait c'était complètement interprété différemment. Et en effet, la série des 15 posters se termine par cette famille qui est fière d'avoir reconstruit leur maison et qui brandit leur carte, chacun brandit leur carte électorale, en disant bon ben voilà, on a voté maintenant. Et dans le ciel vole une colombe. Une colombe, donc symbole biblique de l'arche de Noé, la colombe de la paix. Or, dans ce pays, ça signifie rien forcément, la colombe. Et mes nomades, là, qui en plus c'était la dernière affiche, donc ils étaient assez fatigués et pour comprendre l'explication. Et je dis bon alors qu'est-ce qui se passe là? Ils ont pris leur carte électorale et maintenant, donc je voulais lui faire dire, maintenant il y a la paix dans le pays. La colombe vole. Mais lui il était visiblement fatigué. Il me dit ah ben non, j'ai compris, alors il faut prendre une carte électorale. Je dis, alors pourquoi? Alors explique-moi pourquoi. Ah, parce que comme ça, on va pouvoir manger du poulet. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était un poulet qui volait, et puis voilà, quoi. Donc, mais tout interprété comme ça. Et alors, on leur a expliqué l'isoloir, par exemple. Alors, parce que faut quand même imaginer ce peuple qui vit toujours en communauté, en promiscuité, donc aucune intimité. Donc, quand je leur explique l'importance de l'isoloir pour justement avoir un vote secret, pour eux, ils pensent que c'est des toilettes. Ah bon, on va aux toilettes pour mettre... Non, c'est pas des toilettes. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, tout est interprété comme ça. C'est des bonnes parties de fou rire. Hein. Il y a un message que vous donne le responsable de l'ONU en Afghanistan, je reviens un peu en arrière lors de votre premier briefing, qui vous dit il va falloir laisser a light footprint, c'est-à-dire une empreinte légère. Qu'est-ce qu'il entend par là, en fait? C'est-à-dire ne jamais... toujours se rappeler que nous sommes des invités et ne jamais s'imposer. C'est-à-dire mettre en avant les Afghans. Nous sommes juste derrière eux pour leur donner de l'énergie, de l'enthousiasme, confiance. Nous sommes derrière. C'est-à-dire que moi j'avais un binôme, c'est-à-dire je l'allais en photo, Maria, c'est mon assistante principale. Quand j'étais pas là, elle dirigeait le bureau. Et c'est ça que j'aime beaucoup quand même dans les Nations Unies, c'est-à-dire qu'on est là, on forme, on leur apprend un travail, et la dernière phase, on se retire. Et ils dirigent tout seuls, ils prennent le relais. On leur a expliqué comment faire. Donc c'est vraiment ça. Nous, on est derrière eux. On est juste les tuteurs. Hein. S'il y a un problème, on est là, on intervient. Mais une trace très légère, surtout. Alors c'est ça. Moi, je sais qu'on a eu beaucoup de critiques et autres en disant oh, vous leur imposez la démocratie. Non, pas du tout. On leur impose rien du tout. C'est-à-dire qu'à la fin du régime taliban, au moment de 7 octobre 2001, quand Bush quand même bombarde l'Afghanistan et met fin au régime taliban, il est question de quand même reconstruire ce pays. Donc a lieu une conférence à Bonn de la reconstruction du pays le 5 décembre 2001. Et là, ils ont pris des chefs de différentes tribus. Ils se sont tous rassemblés en disant quel choix, quel régime vous souhaitez à présent? Vous avez tout eu, vous avez la royauté, vous avez les soviets, les mouj, les fondamentalistes. Vous voulez quoi? Nous, à la rigueur, on a de la démocratie à vous proposer, mais à vous de voir, parce que forcément, alors déjà, eux... Alors pourquoi ça leur a plu? Tout simplement parce que ça ressemblait à leur jirga, leur assemblée tribale. Parce qu'ils ont toujours procédé comme ça, les Afghans. C'est-à-dire prendre les chefs de chaque tribu, se rassembler et décider de l'avenir du pays. Ce qui correspond tout à fait à un parlement. Et une assemblée nationale, et alors on l'a expliqué, ils disaient, bon bah d'accord, on prend ça, mais on va l'adopter à notre sauce. On va faire une démocratie à l'afghane. Et donc, c'est votre choix, vous le faites. On est juste là pour vous aider à se reconstruire. Et ce que j'ai trouvé justement admirable et magnifique, c'est que... tous les jours, ces éducateurs, que j'appelle mes colombes, parce que c'est des petites colombes de paix, et d'où le titre, le vol des colombes, puisqu'on les aide à prendre leur envol tous les jours, et ils nous remercier. Ne partez pas. Pas maintenant, ne partez pas. Si vous partez maintenant, c'est l'anarchie, c'est le chaos total. Il y a tout à reconstruire, on a juste besoin de tuteurs, de piliers comme ça, de repères. C'est comme un enfant qui vient de naître, il a un peu besoin de ses parents, là c'est le bébé démocratie qui naît, et il peut pas voler de ses propres ailes, il peut pas encore marcher, il a juste besoin d'aide, voilà. Donc, est-ce qu'à partir du moment où vous rentrez dans ce programme et vous vous rendez compte de la tâche énorme qui s'annonce devant vous, vous dites finalement de
de l'Afghanistan va dépendre finalement le sort aussi un peu de l'humanité quelque part. Vous le dites à un moment dans le livre, mais pourquoi? Bah oui. Pourquoi? Parce que vous regardez la Terre, elle n'est pas très, très heureuse. Mais même, je pense à toutes les catastrophes climatiques. Hein. La Terre, elle réagit. Moi, je vois ce qui se passe là avec le tremblement de terre au Pakistan, au Cachemire. C'est tellement révélateur de toutes ces énergies négatives qui se passent dans cette région-là et qui s'entretuent là depuis 1947. Que cette ligne de contrôle est exactement la ligne de contrôle, tremblement de terre. La Terre réagit. Donc pourquoi... C'était faire un exemple en fait de ce pays dans le monde. Bah oui, moi je trouve qu'à partir... je trouve que on ne peut pas imposer la paix. La paix, il faut d'abord la mettre chacun dans son cœur. Et tant qu'on sera en guerre, on n'arrivera pas. Et en effet, ce pays-là est tellement symbolique de la situation de la Terre actuelle. C'est-à-dire que 25 années de guerre, tout a été détruit, ravagé. Et maintenant, ce peuple dit stop. Basta, on en a assez. Maintenant, c'est soit la fin du monde, enfin, on a tout détruit, là, il n'y a plus rien. Soit on se donne tous la main et puis on essaye de rebâtir. Et je pense que, enfin je sais pas, hein, parce que c'est mon point de vue, que déjà une opération de maintien de la paix, ça coûte 10 fois moins cher qu'une guerre, que toutes les finances, parce qu'on critique les Nations Unies, mais les Nations Unies, c'est rien le budget des Nations Unies quand on compare le budget de l'armement américain ou l'artillerie. Juste, c'est un message de paix, voilà. Et je pense que l'homme est allé un peu trop loin et qu'il serait peut-être temps de se réveiller et se dire ça suffit maintenant. Ça suffit. Donc c'est pour ça que l'Afghanistan, oui, l'image de... Si l'Afghanistan s'en sort, beaucoup d'espoir, je trouve, sur Terre. Voilà. Alors on va revenir à votre quotidien avec donc ces colombes qui sont d'ailleurs des salariés de l'ONU, hein, il faut préciser. Oui. Hein, ils touchent un salaire, c'est combien, $500 ? $550. Pour elles, c'est énorme. Enfin, oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul salarié de la famille qui nourrit 20 personnes. Donc tout est relatif. Alors un mois après le début de votre engagement, il se passe un événement qui évidemment est très troublant pour vous, c'est l'assassinat d'une jeune Française qui a votre âge en plus. Elle travaille pour le Haut-Commissariat aux réfugiés, elle est assassinée. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous prenez conscience, même si j'imagine que vous l'aviez un petit peu avant, que votre vie est véritablement en danger aussi dans ce pays ? Alors oui, dans la mesure où mon directeur Jorge Guzman, ce Colombien, savait que j'étais venue en Afghanistan sous les talibans. Et il m'a dit, mais c'est génial, je vais t'envoyer à Kandahar ou à Rasni, puisque toi, tu n'as pas peur des talibans. Je dis, mais non, il est hors de question. Pourquoi ? Parce que je suis assez indépendante et aventurière dans l'âme, et je savais très bien ce que ça signifiait. Ça signifiait vivre dans un ghetto, voilà, puisque c'est tellement dangereux qu'on ne sort pas de l'extérieur. Et moi, j'avais quand même besoin de respirer un peu, même si c'est très difficile avec toutes les normes de sécurité. Et il voulait absolument m'envoyer donc soit à Kandahar, soit à Rasni, et finalement, heureusement que j'ai fait ce bras de fer et j'ai refusé, et finalement on m'a donné Kaboul comme région, puisque en effet, un mois et demi après, Bettina Gualard, donc cette jeune Française de 29 ans qui travaillait pour l'HCR, qui a fait le même de SS que moi, qui avait travaillé comme moi, comme volontaire des Nations Unies, qui avait un amour passionné pour ce peuple, a été donc assassinée. Pourquoi ? Bon, la raison vraiment fondamentale et valable, c'est parce qu'elle était chrétienne et c'était une envahisseur chrétien. Et qui dérangeait dans ce pays. Elle faisait pas de prosélytisme, hein, mais bon, c'était une étrangère. Et ça a vraiment été un choc pour la communauté d'expatriés en général, et puis surtout de l'ONU, pour la simple et bonne raison qu'on s'est posé la question si on devait rester ou pas, parce que ils allaient commencer une série d'assassiner tous les étrangers qui travaillaient pour les Nations Unies. Ça allait devenir très lourd, et pour moi en tout cas ça m'a poussé à déménager, puisque moi je vivais à l'époque avec des Afghans, parce que je tenais quand même toujours à vivre, à découvrir ce pays de l'intérieur, donc à comprendre cette culture. Et je vivais donc avec le vice-ministre de la Culture et sa fille qui dirigeait une ONG française. Et l'ONU a fait en sorte de vérifier où chacun de ses membres vivait. Et quand ils ont découvert que je vivais chez des Afghans, ils m'ont dit mais hors de question. C'est trop dangereux. Mais je dis non, mais pas, lui c'est le vice-ministre, il a peut-être des gardes et autres. Protection. Ah, non, il est hors de question. Et donc les normes des Nations Unies, c'était de vivre au moins avec 3 expats étrangers. Et puis alors les normes de sécurité, il fallait avoir des murs en béton de 3 mètres de haut, puis des fils barbelés, 2 hommes armés, 2 gardiens armés. Qu'est-ce qu'il fallait ? Vous escortez ? Qui étaient à l'entrée. Voilà, et quand vous sortiez dans la ville, vous étiez escorté ? Ah oui. Toujours. Je ne pouvais pas conduire. On avait tous un chauffeur attitré et qui était toujours relié à une radio. On devait toujours avoir dans notre sac un talkie-walkie. Et à chaque déplacement, on devait dire où nous allions. Et ils notaient et tout ça. Voilà. Et alors pourquoi ils demandaient à ce que tous les étrangers vivent entre eux ?
pour une question d'évacuation. C'est-à-dire, si, en cas d'évacuation, ils mettent des hélicoptères sur les toits. Et donc, ils préfèrent en effet qu'on vive ensemble. Ça fait des tirs groupés. Puisque sinon, individuellement, voilà. Et c'était pour qu'on vive rassemblés. Vous dites à un moment dans le livre, celui qui n'a plus peur de sa propre mort peut vivre pleinement l'instant présent. C'est-à-dire, vous l'avez oublié, à un moment, vous n'avez eu plus peur de votre propre mort? C'est arrivé à certains moments? Je pense qu'en effet, quiconque part vivre en Afghanistan pense à un moment à sa mort. Mais comme ici, enfin, je trouve qu'il ne faut pas l'oublier parce que justement, ça intensifie son moment d'existence. Et ça a fait partie de votre quotidien au bout d'un moment Oui, et puis je le raconte dans le premier livre. En fait, moi, j'ai vécu un moment très fort quand j'avais 19 ans. J'ai eu un grave accident de la route où j'ai eu le sentiment de vivre la mort. Voilà. Et j'ai eu le sentiment... j'ai appris que c'était NDE, Near Death Experience, une expérience proche de la mort qui fait qu'on part, on revient. Bon, j'ai eu le sentiment de vouloir revenir en ayant comme une mission. Mais en tout cas, ce qui m'a donné une grande force, c'est que ce jour-là, j'avais 19 ans. Je ne pensais pas que le soir même, j'allais mourir. Et ça m'a fait prendre conscience, en tout cas, de l'aspect éphémère de la vie. Et surtout, se donner les moyens de ses rêves. Et vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà. Et en effet, pouvoir être en accord avec soi-même, en accord avec ses proches, pour partir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, je vous parle ce soir en rentrant peut-être avoir un accident, mourir. Mais au moins, j'aurais vécu, voilà. Et pouvoir garder cette sérénité-là, et en Afghanistan, bien sûr, être prêt à partir, être prêt à mourir. En tout cas, je savais que ma cause était juste, ma cause était valable, et je savais pourquoi j'étais là. Alors, je voudrais que vous nous racontiez ce 28 décembre 2003, qui est le jour de votre anniversaire, où là, vous faites preuve d'un culot absolument incroyable. Racontez-nous ça. Non, mais c'est-à-dire que donc tous les grands chefs des tribus, les chefs de guerre afghans de l'Afghanistan étaient tous rassemblés sous une très grande tente pour la Loya Jirga. L'Assemblée constitutionnelle. L'Assemblée constitutionnelle. Donc le pays est en train d'écrire sa nouvelle constitution. Et comme j'étais responsable de la région de Kaboul et que j'étais donc responsable de l'éducation civique, toutes les occasions étaient bonnes pour répandre la bonne nouvelle du message démocratique. Et je me suis réveillée avec cette idée en tête ce jour-là, me dire mais oui, mais c'est bien sûr, nous aussi nous avons notre place avec mes éducateurs dans cette assemblée-là, pour profiter que tous ces grands chefs qui vont diriger ce pays sachent quand même qu'il est bien que les femmes aillent voter, que les femmes... Et donc j'ai appelé mon assistante Maria et je lui ai dit on va faire un coup aujourd'hui, tu viens avec moi, on va à la Loya Jirga. Elle m'a dit mais t'es complètement folle, on va pas pouvoir rentrer, on n'a pas les badges de... Voilà. Et puis en fait on a réussi à se faufiler, comme ça j'ai prétexté d'avoir un rendez-vous avec une des candidates et autres, parce que j'avais trouvé admirable le courage d'une jeune Afghane qui s'appelle Malalai Joya et qui 2 jours auparavant avait osé affronter les Moudjahidines en disant vous sabotez tout dans cette assemblée constituante. Vous avez assez eu la parole dans notre pays, vous avez tout ravagé, vous avez tout détruit, et maintenant ça suffit, vous avez assez parlé. Et ils se sont tous levés en criant Allah Akbar, Allah est grand, faites-la sortir de la salle. Mais elle s'est mise véritablement en danger de mort. Donc après, elle était protégée par l'ISAF, la force armée étrangère. Donc j'avais envie de saluer le courage de cette femme, et puis surtout, rencontrer les chefs de guerre, Dostom, Sayaf, enfin bon, tous ces... Et c'est comme ça qu'on a réussi, et je ne sais pas comment on a fait, mais enfin, en tout cas, à un moment, il y avait un moment de prière. Le président de l'Assemblée est parti prier, et nous avons pris le micro avec Maria, et nous sommes adressés à toutes ces... Voilà. Et alors, ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'à la fin, quand même, Dostom, l'un des plus grands guerriers sanguinaires, puisqu'il a quand même pas mal de sang sur les mains, il a combattu les talibans, mais bon... Et il est venu me voir en me serrant la main et en me disant vous pouvez avoir ma parole, je vais envoyer toutes les femmes de ma région de Shibergan dans le nord du pays, je vais envoyer toutes les femmes voter. Forcément, il avait un intérêt puisqu'il se présentait au présidentiel, donc il était déjà en campagne en fait. Il l'a fait. Ah oui, il l'a fait. Et cette femme dont vous parliez, Malalai est venue vous voir en vous disant vous me rappelez Bettina qui était en fait mon amie, ma sœur quasiment. Voilà. Ouais, alors en fait, c'est la représentante de Rasni est venue me voir en me disant mais tu sais, t'as pas froid aux yeux, tu es courageuse, mais fais attention à toi quand même, préserve-toi. Et le jour de l'assassinat de Bettina Gwallar, j'avais rendez-vous avec elle et je devais lui offrir une robe, m'a-t-elle dit. Et cette robe, je l'ai toujours avec moi et je souhaite la remettre à ses parents. J'ai pas pu être là aux funérailles puisque Bettina avait dit à ses parents, elle avait eu un pressentiment, elle avait dit
enterrez-moi là où je tombe. Et en l'occurrence, elle est morte en Afghanistan. Et elle a donc été enterrée au cimetière de Kaboul. Ses parents sont venus. Et cette représentante de Rasni n'a pas pu aller aux funérailles, mais m'a demandé en effet de transmettre la lettre qu'elle avait écrite aux parents. Voilà. C'est comme ça qu'en retour en France, j'ai rencontré les parents de Bettina. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que vous dites qu'à un moment, certaines femmes afghanes donnent le prénom de Bettina à leurs enfants, c'est ça? Oui, mais Bettina était tellement vénérée dans cette région parce qu'elle a fait un travail extraordinaire dans la région de Rasni. Elle aidait tous les réfugiés afghans à avoir un logement, un toit tout simplement. Donc elle était une sainte. Enfin, chaque Afghan qui avait un toit la bénissait. Et ils ont été vraiment très très choqués par la disparition et par l'assassinat de Bettina Guala, à tel point que chaque femme afghane avait pris l'engagement d'appeler leur fille, enfin si c'était une fille, de l'appeler Bettina. Alors je voudrais qu'on parle de ce 24 avril, parce qu'en fait votre votre livre est présenté comme un journal de bord. Le 24 avril qui n'est pas un bon souvenir pour vous, puisque vous apprenez que votre compagnon, resté en France, décide de mettre fin à votre histoire, et donc le monde s'écroule autour de vous. Et la personne qui vient vous réconforter à ce moment-là, c'est une Afghane, et je vais vous lire ce qu'elle vous dit à ce moment-là. Elle dit « Tu sais, pour moi aussi, la vie a été très dure, je suis veuve, je venais de me marier, d'épouser l'homme que j'aimais, j'étais enceinte et heureuse, j'attendais mon fils, fruit de notre amour, quand les Moudjahidines ont changé ma destinée, ils ont assassiné mon mari. Alors ma belle famille m'a remariée avec son frère. Tu sais, ça se passe ainsi en Afghanistan. La femme est la propriété du mari. Quand le mari meurt, ce sont les frères qui en héritent. Mais je n'aime pas cet homme-là, il me bat. Et si je divorce, je serai considéré comme impur. » Là, c'est incroyable ce qu'il vous dit. Hein. Vous relativisez un tout petit peu à ce moment-là. Complètement. Je me suis dit, bon, je vais arrêter de regarder mon nombril et je vais me reprendre en main. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, quand je me suis engagée à 3 mois, j'avais mon compagnon qui était en France, il m'a dit, je sais l'amour que tu portes pour ce pays, bien sûr, fais-le. Et puis après, prise au piège, passionnée, est-ce que je peux signer encore 3 mois? Mais bien sûr, signe. Puis en fait, au bout du compte, il n'y avait plus personne. Voilà, il n'y avait plus personne. Et n'empêche qu'il était mon pilier quand même. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup de dur, j'ai beaucoup de blues. J'ai besoin de partager aussi avec voilà, il m'a envoyé de l'énergie, en plus d'Occident. Et puis là, plus personne. Donc j'avais le sentiment que tout s'effondrait finalement. Où je vais trouver mon énergie, où je vais trouver mon soutien. Hein. Donc j'étais un peu déséquilibrée. Et mes colombes, hein, comme je les appelle, mes éducatrices afghanes, elles ont bien sûr, je leur ai pas dit, mais elles ont senti qu'il se passait quelque chose, que je suis quelqu'un de très enthousiaste et autres. Et le matin, je venais, je n'avais pas forcément le sourire, et puis j'avais plus l'énergie en fait. Et puis elles sont arrivées un jour avec un énorme bouquet de fleurs, je trouvais ça admirable. Et puis on a commencé à parler, et puis je dis, vous savez, voilà ce qui s'est passé, parce que bien sûr je tenais à mon compagnon, je dis, bah voilà, je suis toute seule maintenant. Et puis une de mes éducatrices m'a dit, bah tu sais, nous aussi c'est pas facile. Et puis chacune, hein, en fait, là j'ai pris le témoignage le plus fort, mais chacune avait une histoire comme ça. Et dans chaque famille, il y a eu des morts. Et donc, forcément, me raconter ça, et là, c'est vrai, je vois de loin la phrase, mais j'ai trouvé ça magnifique. Elle m'a dit, tu sais, ne sois pas triste, retrouve ton beau sourire, tu sais, celui pour qui tu pleures ne mérite pas tes larmes, car seul celui qui les mérite ne te fera jamais pleurer. C'est beau. C'est beau. Donc je me suis dit, finalement, c'était pas le bon. Et puis voilà. Où est-ce que, selon vous, ces femmes puisent cette force incroyable qu'elles ont là-bas, compte tenu de ce qu'elles endurent? Je pense que justement, et ça c'est finalement très bouddhiste, et c'était une terre bouddhiste, c'est-à-dire qu'elles ont tellement encaissé de coups, tellement, elles ont tout vécu, hein, là, c'est un exemple, mais qu'elles sont arrivées à, comment dire, un autre niveau de conscience, d'éveil. C'est-à-dire que, non pas que plus rien ne les touche, mais détachées. Hein, sinon on crève. Donc, beaucoup de recul sur tout. Très sages, elles sont sages. Voilà, elles ont beaucoup à nous apprendre, je crois. Quelle est leur véritable condition aujourd'hui? En tout cas, quand vous étiez là-bas, est-ce que vous avez été surprise finalement par les avancées qui avaient eu lieu, ou au contraire, vous vous êtes dit finalement rien n'a changé? Parce que vous parlez d'immolation de femmes qui s'immolent encore. Ouais. Alors, tout a changé, rien n'a changé. Comme pour tout, il faut un début à tout. Surtout motiver les maris, leur expliquer, voilà, les chefs de tribu, les mollahs. Alors ça, c'était vraiment un très beau travail. Les mollahs ont compris l'importance de la place de la femme dans la société. Ils ont prêché pour, et vraiment, lors de leur rassemblement religieux tous les vendredis à la mosquée, pour la prière du vendredi, ils terminaient vraiment leur prière en disant « Avez-vous envoyé vos femmes prendre une carte électorale ?» Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et puis, donc la condition de la femme.
Beaucoup d'espoir, puisque Massouda Jalal s'est présentée au présidentiel, c'était la seule femme. C'était magnifique ce qu'elle disait, hein. Elle disait qu'en effet, puisqu'elle enfantait, elle n'allait pas tuer sa progéniture, et qu'en effet, la femme est l'avenir de l'Afghanistan, puisque il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre, et un pays qui sort de 25 années de guerre. Il y avait aussi Habiba Sorabi, avec qui on travaillait, qui était la ministre de la Condition féminine, qui est à présent gouverneure à Bamiyan. Et puis on rencontrait des femmes admirables. Une est pompier à Kandahar, une autre est parachutiste, médecin, institutrice. Elles reprennent leurs activités. Et moi, toutes mes femmes, j'en ai quand même une trentaine, elles étaient institutrices et autres, ou médecins, et elles retrouvaient en fait une condition. Alors c'est bien sûr pas facile, parce que moi, je me souviens, une femme ne pouvait pas faire des conférences, donner des conférences auprès d'une assemblée mâle, homme, dans les voitures, dans les jeeps avec lesquels qu'elle utilisait pour travailler. Elle n'avait pas le droit de s'asseoir à côté d'un éducateur homme. Enfin bon, fallait toujours respecter ces règles-là. Mais une fois que ça s'était respecté, ça allait. Mais aujourd'hui, c'est dans la Constitution, il y a une égalité de nos droits. Oui, article 22, et oui, se sont bien battus pour, et elles l'ont eu. Et en effet, vous avez raison de signaler, voilà où on en est. C'est que à Herat, dans le nord du pays, qui était pourtant dit libéré et un peu plus ouvert, toutes les réfugiés afghanes d'Iran, quand elles trouvent que leur condition est trop extrême, elles préfèrent s'immoler. Et ce qu'elles prennent, c'est simple, elles prennent de l'essence de cuisine, des allumettes, elles s'enduisent le corps et puis elles font craquer l'allumette. Et ce qui est terrible de voir, c'est qu'elles font ça par un manque d'éducation. Elles sont complètement analphabètes. Il y en a une, elle raconte, c'est terrible, c'est qu'elle avait cassé la radio de son mari, et de peur de se faire gronder, elle a préféré s'immoler. Donc vous voyez jusqu'où va la bêtise. Et puis une autre, comme ça, parce qu'elle avait témoigné dans une émission de radio en disant qu'elle supportait plus son mari et qu'elle avait préféré s'immoler, ça donnait l'idée à d'autres femmes qui écoutaient l'émission de radio de faire pareil pour plus vivre avec leur mari. Enfin bon, donc tout un travail de fond à faire, bien évidemment. Vous dites quand même qu'en 2004, on est en avril, et vous dites depuis le début de l'année, 40 femmes quand même se sont immolées, ce qui est considérable. Ouais. Alors vous parlez aussi, il y a un épisode assez drôle, vous soulignez l'hypocrisie finalement d'Hamid Karzai, le président afghan, qui en fait vient s'enregistrer, vient prendre sa carte électorale, donc c'est le grand raout évidemment, et à la fin de son exposé, vous avez envie de lui dire, mais pourquoi votre femme n'est pas là? Et vous allez voir votre chef, vous dites, mais attendez, je vais poser la question. Il lui dit, non, surtout pas, le protocole. Ben oui, le protocole oblige, mais j'ai trouvé ça assez hypocrite, parce que justement, il est quand même le chef de l'État, c'est à lui de montrer l'image. Il cache sa femme. Voilà, enfin il cache sa femme, c'est-à-dire que, culturellement parlant, ils reviennent de loin. Voilà, light footprint, empreinte légère. C'est pas à nous d'imposer, dire sors ta femme non plus. Hein. Donc tout est dans le juste milieu. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est Pashtun. Alors il y a le Pashtun Wali, c'est le code d'honneur des Pashtuns. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans ce code d'honneur est écrit qu'un Afghan, un Pashtun, n'a pas le droit de demander le prénom de la femme de son ami, sinon il signe son arrêt de mort. Vous voyez ? Donc déjà, on part de très 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 loin. Alors de là à montrer sa femme, c'est un autre... et c'est la raison pour laquelle les femmes au départ avaient très peur de se faire enregistrer, parce que sur leur carte électorale, elles allaient mettre leur prénom et leur photo. Donc Karzai, par pirouette, disait elle a préféré rester dans sa famille, vous savez, elle est très timide, mais elle ira prendre sa carte électorale, et en effet, elle a pris sa carte électorale, mais elle ne l'a pas fait publiquement. Et personne ne connaît le visage de Zinat Karzai, sa femme. Il la protège, d'une certaine façon. Mais il a un peu raison, hein, il a été menacé de mort à plusieurs reprises. Il préserve sa femme et sa famille. Est-ce que vous avez pensé à certains moments, honnêtement, à partir, à revenir en France définitivement, compte tenu du danger, de la difficulté de la tâche qui était la vôtre? Parce qu'un jour, vous recevez par exemple le manuel de la prise d'otage, on vous dit vraiment il y a des très gros risques à l'approche de l'élection, vous soyez pris en otage, et on explique dans un manuel tout ce qu'il faut faire si vous êtes pris en otage. C'est presque assez drôle par moment, oui. Tellement c'est précis. Voilà, et puis surtout, ce qui est quand même dingue, c'est de se dire, j'ai pris le temps de le lire, de bien analyser, de le surligner en me disant, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, hein, si on me prend en otage, il faut que je reste calme, il ne faut pas que je plaisante, vraiment. Après, je me dis, mais dans quel monde vivons-nous? Alors non, c'est pas à ce moment-là que j'ai eu envie de rentrer. Là où j'étais assez découragée, c'est qu'en effet, donc on m'avait poussé à déménager de chez Nila Mobares, cette Afghane. Mais comme son père était vice-ministre de la Culture, j'ai fait en sorte de laisser tous mes objets les plus précieux chez elle.
Et finalement, ils en sont pris, l'armée des musulmans s'en sont pris à son père, qui soi-disant avait fait un article contre les moudjahidines dans Anis. Anis, c'est Le Monde, ou le Figaro, le quotidien afghan. Et pour se venger, ils avaient décidé de l'abattre. Et ils étaient rentrés comme ça, c'était le 11 juillet 2004. Ils étaient venus dans l'ONG où je vivais auparavant, en se faisant passer en disant qu'ils voulaient se faire soigner par Nila Mobares, qui est médecin. Et en fait, ils sont arrivés cagoulés, ils ont explosé la porte, ils s'en sont pris aux gardiens, ils ont pris Nilab en otage, Kalachnikov sur la tempe. Ils ont dit où est notre homme à abattre, son père. Et son père était au ministère, il n'était pas là. Et donc ils sont montés dans les chambres, dont la mienne, et ils ont, donc comme je disais, ils cherchaient de l'argent. Donc à la crosse de Kalachnikov, ils ont explosé mes meubles et autres. Et donc ils ont volé mes affaires. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai retrouvé ma chambre dans un tel état, c'est du vandalisme. Enfin, j'ai eu le sentiment qu'on violait mon intimité et que tout au long de cette expérience-là, je l'ai vécu finalement comme un travail de purification, de dépouillement. Pourquoi ? Parce que tous mes liens, déjà vous êtes loin de votre famille, moi mon compagnon décide de se séparer, donc je suis loin de mes parents vivent au Canada, donc je suis loin de ma famille, je suis loin de mes proches, je suis loin de mes amis, j'ai perdu mon compagnon. Après je perds je suis nomade, donc ma seule richesse j'avais tout investi dans mon matériel photo. Donc là, on me le vole. Mes seules petites richesses, des meubles Nouristani et tout, on m'explose tout à la Kalachnikov. Mais je disais, jusqu'où va le dépouillement ? Et le dépouillement, il va juste au fait où je suis vraiment extrêmement malade. On croit que j'ai la tuberculose, puisque je tousse. Je ne savais pas, mais je suis allergique à la pollution. Donc, et puis en plus de ça, je me donne corps et âme dans mon travail, donc je suis surmenée. Il est 7h le soir à 21h. On travaille, on a 7h le matin, 21h. C'est-à-dire que dans ce pays-là, vous n'avez pas de distraction. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Il y a des couvre-feux, en fonction des attaques, des roquettes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'homme s'adapte à tout. La nuit, vous entendez des roquettes. C'est comme si vous avez entendu les coups de tonnerre. Le matin, vous posez juste la question, t'en as entendu combien ? 3 ? Ah bah moi j'en ai entendu 4. Moi, il y en a eu 4. Tellement que j'ai un ami qui me faisait remarquer, maintenant quand il voit une roquette, il fait un vœu. Comme s'il voyait une étoile filante. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, on s'adapte à tout, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que notre corps encaisse. Et moi, je ne savais pas, mais mon ventre encaissait tous les coups. Il faisait airbag, en fait. Et c'est seulement après, rentrer en France, je me suis en mille morceaux, mais je m'en étais pas rendu compte. Et comme je me donnais corps et âme dans ce que je faisais, parce que je croyais en ce que je faisais et j'aimais beaucoup ce que je faisais, quand j'étais invitée, par exemple, chez les nomades, j'acceptais de prendre un thé avec eux ou prendre du yaourt. Mais bien évidemment, c'était bourré d'amibes, c'était pas bien nettoyé, ou l'eau n'était pas assez bouillie, chauffée, et j'étais vraiment malade à crever. J'ai passé plusieurs petits séjours à l'hôpital militaire français, voilà. Et en effet, là où j'ai eu envie de rentrer, c'est quand mes collègues ont été kidnappés à la fin. On va y revenir dans un instant. Ce qui était le plus dur finalement au quotidien, est-ce que c'était pas d'être finalement en permanence être obligé de remotiver tout votre personnel, vos colons finalement, qui avaient vraiment des raisons des fois désespérées? Voilà, c'était surtout plus usant physiquement, psychologiquement. Où trouver l'énergie, voilà. Ouais. Parce qu'à un moment, je me suis dit, si je pars maintenant, ils vont croire que je n'y crois plus. Et alors là c'est la défaite totale, puisque avoir essayé, ce que je disais, on a mis 1 an pour organiser une journée. La journée, le jour du vote, le 9 octobre 2004, 18 de Mirzan, enfin c'est dans le calendrier afghan, c'est différent. Faire en sorte que justement motiver toutes ces troupes et autres. Donc je me suis dit, maintenant, la machine est lancée, tu peux pas faire machine arrière, tu peux pas renoncer, tu peux pas partir. C'est pas possible. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Puis en fait, on se prend en jeu. On a envie de voir si justement tous ces Afghans qu'on a motivés, toutes ces femmes. Au départ, il y avait seulement 9% des électeurs femmes en décembre 2003 qui avaient pris des cartes. En août 2004, 43% des électeurs étaient des femmes. Donc elles nous ont fait confiance. Elles sont allées. Et alors, c'est ce que j'explique finalement dans le journal. C'est que notre plus belle récompense est le jour des élections. Parce que les talibans ne se sont pas évaporés dans la nature, ils sont toujours là et ils nous faisaient vivre la terreur. C'est-à-dire, tous les jours, nous recevions des lettres d'Al-Qaïda en disant « on va boycotter vos élections ». Et puis vous, Afghans, qui travaillez avec ces envahisseurs étrangers et chrétiens, on va vous réserver le même sort qu'eux. Alors sur la route, mes éducateurs avaient des mines téléguidées. Ou sinon, mes collègues dans le sud se prenaient des roquettes quand même sur le bureau. Donc mon directeur, lui, le jour de Noël, a eu une bombe chez lui, tout
tout a été explosé. La responsable de la logistique s'est pris une Kalachnikov sur la tempe. Moi, j'ai eu ça. Enfin, bon, on a tous vécu vraiment des moments très, Vous très saviez durs. en plus que pour le jour du vote, des femmes kamikazes étaient formées pour se faire exploser dans les bureaux de vote. La rumeur courait que dans des camps pakistanais, des femmes allaient venir le jour du vote, donc habillées Avec la burqa en burqa et en fait bourrées d'explosifs. Donc ce qui était admirable, c'est que toute la population était au courant de ça, que les talibans avaient l'intention de tout boycotter et bombarder. Donc notre rôle était surtout de garder secret les lieux des centres de vote, ne pas donner l'endroit, le dévoiler à la dernière minute, dire aux Afghans avec des haut-parleurs, demain c'est à tel endroit, telle école, telle mosquée, vous pouvez voter, pour pas qu'ils aient le temps à l'avance, voilà, de bombarder ou de mettre des bombes. Et ce qui est admirable, c'est de voir ces lignes, parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait bien faire la queue, et voir ces queues de burqa, il y a une photo dans le livre, où en effet, elles sont là, elles sont venues, elles sont là au rendez-vous, quitte à en mourir. Parce qu'elles savent très bien que devant ou derrière, il y a peut-être une kamikaze. Peu importe. Plus de 40% Ras-le-bol. des femmes 42%, c'est ça, Oui, ont voté. ont voté. Ouais. Le jour J, le jour de l'élection, combien de personnes aviez-vous réussi à convaincre de prendre leur carte électorale? Alors pour Kaboul, je crois qu'il faut vérifier le chiffre, 500 000, je ne sais plus, je crois 500 000. Et sur Tout l'Afghanistan ouais. Le challenge c'était 9 millions. Hein. Oui, voilà, 10 millions, on arrive à 8,5 millions, je crois. 500 000 sur Kaboul. Oui, oui. D'accord. Ça, c'était admirable. Et ce qui était magnifique, c'est qu'il faut quand même prendre conscience, 80% de la population est analphabète. Ouais. Alors, allez expliquer à un Afghan analphabète comment remplir un bulletin de vote, sachant qu'ils n'ont jamais tenu un stylo de leur vie dans la main. Donc, leur apprendre à écrire. Et lui dire que l'endroit où il va faire la croix n'est pas le candidat qui veut supprimer, voilà. mais celui pour lequel il veut voter. Voilà, parce qu'ils sont tellement dans l'esprit guerrier, se dire celui-là je l'aime pas, je le supprime. Voilà, supprime. Non. C'est pour qui tu souhaites positif, hein, pour qui tu souhaites voter. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que seul à Kaboul et les grandes villes, il y a la télé, la radio, la presse. Mais dans les petits villages reculés, ils ne savent absolument pas qui est candidat et à quoi ressemble un candidat ou comment s'appelle le candidat. Alors il a fallu ruser, c'est-à-dire, puis même moi mes nomades là, leur expliquer déjà, vous allez apprendre par cœur la liste. Il n'y en a pas un seul, il n'y a pas que Karzai, vous allez retenir le nom des 18 candidats. Donc ce qui est quand même énorme. Et les ont retenus, parce que tous les matins, bon alors vas-y. Je faisais réciter, c'était la leçon. Alors ce qui est amusant, c'est que finalement, les Afghans, la plupart des Afghans ne savaient pas à quoi ressemblait le candidat. Dostum, par exemple, le général ouzbek, alors on leur a demandé d'avoir un symbole. Donc lui avait pris un cheval, un étalon noir, qui était son symbole. Karzai avait choisi de prendre une balance de la justice. Massouda Jalal, la seule candidate femme, avait choisi du nan, un pain. Chacun comme ça était allé. Et alors tout notre travail était d'organiser des ateliers d'écriture, simuler le vote le jour J. Alors vous arrivez, vous prenez, n'oubliez pas votre carte électorale. Surtout, ne la poinçonnez pas à l'avance, parce que certains étaient tellement fiers d'avoir une identité, parce qu'ils étaient réfugiés, ils étaient tellement fiers qu'ils avaient poinçonné leur carte et ils la mettaient toujours autour du cou comme ça. Le problème, c'est que si elle était déjà poinçonnée, ça veut dire qu'ils avaient déjà voté. Donc il fait non, surtout vous la mettez pas autour du cou parce qu'on va croire que vous avez déjà voté, c'est pas la poinçonner. Alors après on leur explique, voilà, et parce qu'on n'avait pas de système informatisé, donc pour être sûr qu'ils votaient qu'une seule fois, on leur trempait l'index gauche, je crois, là, dans de l'encre indélébile pour bien montrer qu'il dure 3 jours que voilà ils ont voté. À moins alors les talibans comme ça nous faisaient peur en disant eh bien toutes les femmes qui ont voté, ou les hommes, on le saura, on verra et on leur coupera la main. Voilà, c'était comment on coupera la main de tous les gens qui prennent une carte qui ont voté. Et puis après leur expliquer en effet, alors on vous donne le bulletin, vous allez dans l'isoloir, à quoi sert l'isoloir, parce que les femmes avaient très peur finalement qu'on sache pour qui elles allaient voter, parce qu'elles avaient la pression du mari, du chef de tribu. On disait mais vous savez l'isoloir sert à ça. Seul vous savez ce que vous mettez dans l'enveloppe. Hein. Personne d'autre n'ira voir pour qui vous votez. Ah bon, vous êtes sûr? Mais non, mais oui, on est sûr. Donc voilà, surtout faire tout ce travail de confiance-là. Et alors ce qui est vraiment très amusant, c'est surtout comment cocher. Alors faire une petite croix, un tic à l'américaine. Je sais un peu d'où, allez-y. Un tic à l'américaine. Et en fait, je crois que pourquoi je tousse comme ça,
c'est que je revis l'émotion et je revis la pollution. Je revis c'est vrai, je vous assure, là-bas, on étouffe. Et vous parlez de tout ça, ça me refait. Je crois que mes poumons, c'est encore en plus. Et finalement, voilà, alors on a expliqué comment on coche un bulletin et comment, voilà, et après on met dans l'isoloir. Et ce qui était vraiment très drôle, c'est qu'au moment du dépouillement des voix, nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que les Afghans étaient tellement contents qu'on leur donne la parole, ils se sont donnés à cœur joie, ils ont raconté leur vie sur les bulletins de vote. Alors c'était Karzai pour la vie, je t'aime, ou alors bon, je vote pour toi, mais tu changes ton ministre de la télécommunication parce que ça va pas, ou alors. Mais ces bulletins étaient valables alors. Alors oui, alors, il fallait pas qu'ils mettent. Alors sinon, certains faisaient des moustaches ou redessinaient, ou alors vive Mola Omar. Enfin bon. Oui, je vote pour les Nations Unies. Tous ces candidats sont des voleurs. Enfin voilà, il y a un certain nombre de messages. Karzai, tu es un chien, un âne. Différents messages sur les bulletins. Vous étiez responsable du centre de dépouillement. À ce moment-là, le jour J, enfin dans les jours qui ont suivi. Chipé, ma collègue kosovarde, était responsable du centre de dépouillement des voix. Anita, avocate anglaise, était responsable des plaintes. C'est-à-dire que l'ONU avait fait en sorte que ce soit des élections transparentes et chaque candidat au présidentiel pouvait envoyer ses agents politiques pour surveiller notre travail, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude, bien évidemment. Alors, il faut quand même imaginer, l'Afghanistan est un pays complètement enclavé et nous avons dû embaucher des ânes pour aller en haut des montagnes, chercher les urnes, 3 jours de marche pour les redescendre des bureaux de vote et autres, pour les mettre après dans les camions, pour arriver dans les 8 capitales régionales. Non mais il faut quand même imaginer, c'est pas du tout informatisé, et puis loin de là. Et ils ont fait de même pour les présidentielles. D'ailleurs, je me souviens dans la région du Warhan, dans le corridor de Warhan, dans le Badakhshan, dans le nord du pays, une équipe de l'ONU y a été en hélicoptère. Il y avait tellement de neige, l'hélicoptère s'est planté. Donc mes collègues, pendant une semaine, on a cru qu'ils étaient morts. Ils étaient tout ça pour aller chercher 5 urnes. Et finalement, ils ont été rescapés, ils sont arrivés avec leurs urnes. Enfin bon, franchement, j'ai trouvé ça très très héroïque. Tout le monde a mis du sien pour vraiment essayer de faire au plus près des élections démocratiques. Et quelle était votre fonction au centre de dépouillement ? Alors, au centre de dépouillement, moi j'étais chargée de mettre tous les résultats. Donc mes éducateurs vérifiaient les sceaux de chaque urne pour voir s'il n'y avait pas eu fraude. Et puis après, prenaient chaque bulletin, les mélangeaient pour pas qu'on sache que tel district avait voté que pour Karzai ou l'autre que pour... Voilà. On mélangeait tout pour pas avoir de représailles ou autre après. Et ils procédaient, ils vérifiaient si c'était valide, pas valide. Parce que bien sûr, s'ils cochaient tout, c'était pas valide. Et après, ils m'apportaient les résultats. Et moi, je rentrais les résultats sur ordinateur que j'envoyais au siège. Et le siège qui transmettait ça à la presse. Et ça a quand même duré 3 semaines. C'est pas un dépouillement rapide. 3 semaines. Et voilà. Et 3 semaines où, en effet, nous avons fait en sorte que ce soit complètement transparent. La presse. Et vous dites aujourd'hui qu'elle avait été au cœur de cette élection, qu'elle a été transparente et qu'elle est totalement valable. En tout cas, de ce que j'ai pu... Oui, bien sûr. Ouais. On a eu un problème avec l'encre que l'Inde nous a offert. Malheureusement, on l'avait stocké et il fait très chaud en Afghanistan. Dans des endroits où l'encre a un peu séché. Donc quand on a ouvert les boîtes, les gens trempaient et elle ne tenait pas parce qu'elle était sèche. Donc ça, on n'avait pas prévu ça. Donc on nous a accusés de fraude et autres. Heureusement, on a retrouvé d'autres stocks qui étaient plus frais et qui... Bon, voilà. On ne peut pas faire des élections parfaites une première fois. Tout ne peut pas être parfait. On a essayé de faire au plus proche, et en effet, ma tâche était, de haut à haute responsabilité, dans la mesure où j'entrais les résultats des candidats sur ordinateur. Donc, on me faisait extrêmement confiance. Moi, j'ai un ami qui est passé en me disant, écoute, si tu veux pas de deuxième tour, parce qu'on pensait vraiment qu'on allait avoir un deuxième tour entre Karzai et Kanoni, le candidat tadjik qui représente le commandant Massoud. Si tu veux pas un deuxième tour, rajoute un chiffre, un 0 ou 2 zéros à l'un des deux candidats. Enfin bon, c'était pour rire bien évidemment, mais tout ça pour dire qu'on faisait confiance quand même à ce que je reportais sur... Karzai gagné avec combien ? 55% 55% des voix. Et ce qui n'est pas beaucoup, quand on compare aux républiques bananières, ou je sais pas, républiques africaines, ou même en Russie, à 99,9% des voix. Non, on a fait au plus près de la résultat démocratique. Et pour tout vous dire... finalement, il aurait très bien pu y avoir un deuxième tour avec Kanoni,
Mais ce qui s'est passé, c'est que 14 des candidats ont décidé, le jour des élections, de boycotter à cause de ces histoires d'irrégularité d'encre, en disant mais c'est pas démocratique et autres, on se retire. Et donc Canoni a dit je me retire, je suis plus candidat, et je dis à mes habitants de la région de Panchir d'arrêter de voter. Donc ils ont écouté, ils ont arrêté au milieu de la journée, enfin à mi-journée, ils ont décidé de ne plus aller voter. Mais grave erreur, parce que toutes les voix qu'il aurait pu obtenir à ce moment-là, il n'a pas pu les obtenir. Donc le lendemain, il s'est mordu les doigts en disant « Ah mais c'est terrible, je vais perdre, enfin je vais pas aller au deuxième tour ». Donc il a appelé les Nations Unies en disant « Mais rouvrez les bureaux de vote ». Attends mais non, enfin, ça ce que je veux dire, c'est tout à fait imprévisible l'Afghanistan. Des candidats au présidentiel qui ne vont pas voter et qui disent de ne pas voter pour finalement après dire « Rouvrez les bureaux de vote », on s'est trompé. Alors, vous allez vivre sans doute, vous allez me le dire, votre plus grande angoisse finalement depuis que vous êtes en Afghanistan à ce moment-là, c'est l'enlèvement de 3 de vos amis avec lesquels vous travaillez, qui font partie des volontaires des Nations Unies, qui sont enlevés à ce moment-là. Et c'est une vraie angoisse qui commence à ce moment-là, une attente quasiment interminable. Vous prenez, d'ailleurs la décision est prise à ce moment-là quasiment de vous évacuer tous. Il va se passer 12 jours à ce moment-là. Comment vous vivez cette attente finalement par rapport à vos amis ? Étrangement, quand on a appris ce qui s'était passé, en plus ça s'est passé devant mon bureau. Moi, alors, ce qui s'est passé, c'est que donc Anita, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était avocate irlandaise, qui s'occupait elle des plaintes. C'est-à-dire quand chaque agent d'un candidat estimait qu'il y avait mal donne, c'est-à-dire que quand un de mes éducateurs mettait dans les bulletins invalides un de leurs candidats, mais comme c'était tellement griffonné, c'était devenu invalide, mais ça, ils ne comprenaient pas, ils portaient plainte. Et alors chaque candidat, si on mettait des Karzai en invalide et si c'était l'agent de Karzai, il portait plainte. Donc on avait plein de plaintes, il fallait répondre aux plaintes. Et puis il y avait aussi André Lito, c'était un diplomate philippin qui lui s'occupait d'agencer les urnes, récolter toutes les urnes de chaque province, vérifier qu'on les avait toutes récupérées. Et donc Chipé, mon amie kosovarde, elle gérait le centre. Et donc j'étais la 4e internationale du centre de Kaboul. Et 2 jours avant de proclamer Karzai président, d'Afghanistan, puisqu'on savait que ça allait être le résultat final à 55% des voix. Donc mes collègues, ces 3 collègues, Chipé, Anita, André Lito, ont été arrêtés en pleine journée à 1h de l'après-midi devant mon bureau par 2 4x4 de ravisseurs qui se sont... simplement qu'on bloqué leur voiture, qu'on ouvert la porte, pris le chauffeur, l'ont balancé dehors, arraché la radio et pris chacun de mes collègues, balancé dans une voiture et parti. Et donc le chauffeur est arrivé en tremblant dans le bureau en disant chipé, mouchkil, c'est-à-dire problème, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ils ont été enlevés. Et alors bien sûr nous étions tous sous le choc. Mon directeur a réagi très vite. Le chauffeur savait dans quelle direction était partie la voiture. On a prévenu l'ISAF, c'est la force armée, qui a envoyé des hélicoptères. Donc les hélicoptères survolaient les endroits où on pensait qu'ils étaient partis. Et là où c'était finalement assez dur, c'est en Occident, vous avez tous ces images de ces otages en Irak où vous les voyez, Kalachnikov sur la tempe, Vous prenez d'ailleurs un peu exemple sur ce qui se passait en Irak. Voilà, alors quand le soir même, vous voyez votre bureau à Al Jazeera, parce qu'ils sont venus filmer le bureau, ça s'est passé, donc mon bureau, je travaillais depuis 1 an et demi, mon bureau, et que vous voyez, 2 jours après, parce qu'ils ont envoyé les images après, mes propres collègues avec qui je travaille tous les jours, donc c'est comme si vous voyez votre famille, à Al Jazeera, avec une Kalachnikov sur la tempe, et qui... comme seul message en disant nous ne sommes pas venus avec les Américains, nous ne sommes pas des envahisseurs et autres. Et quand je vois Chipé, une très bonne amie qui fait une tête d'enterrement, donc là, ça donne à réagir, bien évidemment. Et surtout, ce qui est très dur à gérer, c'est déjà contrôler sa propre peur, et puis gérer la peur de vos proches. Parce que mes parents qui étaient au Canada et autres, ou ma grand-mère en France, avaient très peur. Parce qu'en France, je crois qu'ils avaient brouillé les têtes. Et Anita est blonde comme moi, donc elle croyait que c'était moi. Enfin bon. Et en plus, je fais juste une parenthèse, mais pour illustrer le reportage, en fait, ils montraient des bureaux de vote. Et des images d'archives. Des images d'archives où on vous voyait. Donc votre grand-mère a eu très peur. Voilà, donc on me voyait. Puis après, on est passé directement aux otages et on brouillait la tête. Donc ma grand-mère a vu ça, elle croyait que c'était moi. Donc il fallait la rassurer. Non, c'est pas moi et autres. Et puis la psychose s'installe puisqu'après des rumeurs comme quoi les talibans ont dit on a des listes de d'autres personnes à kidnapper.
alors qu'en fait c'était pas ça, c'était une liste de personnes, parce que c'était en train de négocier finalement la libération de talibans à Guantanamo. Enfin bon, c'était pas clair. Alors la psychose s'installe, moi la peur de rentrer dans une voiture des Nations Unies, parce qu'on s'expose, on est estampillé UN, Nations Unies, donc ce qui se passait c'est qu'à chaque fois que je rentrais dans une voiture, je me couchais à l'arrière. Après, je me suis dit non, je vais prendre des taxis, je vais mettre une burqa pour pas parce que, en fait, moi, si vous voulez, je m'étais tellement engagée, je passais tous les jours à la télé. Je disais, allez les femmes, faut y aller. Enfin bon, après, on savait qui j'étais. Donc, et puis, les personnes chez qui je vivais me disaient, vous savez, l'information coûte pas cher dans le pays. Donc, on peut très bien soudoyer un de vos chauffeurs et savoir où vous habitez, et puis venir vous chercher la nuit. Donc, les personnes chez qui je vivais étaient dormaient très mal, avaient peur, à tel point qu'ils pensaient armer nos gardes. Et puis, donc à la fin, Karzai a demandé au ministère de l'Intérieur de nous donner des escortes. Donc c'est devenu une vraie psychose. C'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir chez moi sans mon escorte à l'arrière, devant, avec des kalachnikovs, toujours couvre-feu. Et puis en fait, c'est pas ça, mais c'est que notre mission était terminée. Donc quoi qu'il en soit, on devait rentrer. Et votre chef vous a dit, dans 12 jours, vous êtes évacué. Donc là, le temps de faire toutes les procédures et autres, 12 jours, tu pars, t'es évacué, t'as le droit à 20 kilos et voilà, et tu rentres. Et ça a été un déchirement à ce moment-là de partir, parce que vous étiez dans un état physique quand même extrêmement préoccupant quand même. Bah, je dormais plus, je mangeais plus, et ça pendant 15 jours. Bah, en fait, mais on a tous vécu ça, c'est-à-dire que c'est les moments, les jours les plus longs de ma vie. Puisqu'ils ont vraiment joué sur le harcèlement et psychologique, en disant, dernier ultimatum, dans 3 jours, si on ne libère pas tous les prisonniers de Guantanamo, si l'ONU n'est pas partie de l'Afghanistan, vos collègues seront exécutés. C'est assez terrible, surtout que moi j'étais une amie de José María. Enfin, José María, c'est le mari d'Anita. Donc tous les jours, je voyais José María qui se décomposait. Enfin, donc il essayait de donner le courage, ta femme va revenir. Enfin bon, c'était vraiment... Alors ce qui est dingue, c'est que finalement, après un mois, ils ont été libérés. Et ils nous ont raconté leur prise d'otage. Et finalement, c'était plus facile d'être un otage que de vivre la situation de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que hospitalité afghane oblige, quand ils ont été kidnappés, ils nous ont raconté, ils ont pris leur cellule phone, enfin leur mobile, ils les ont balancés par la fenêtre pour pas qu'on puisse les repérer comme ça. Ils leur ont mis un bandeau sur les yeux, bon, très bien. Et on leur a demandé de marcher comme ça pendant 3 km en se donnant la main dans la montagne. Ils savaient très bien qu'ils montaient et ils ont été après, ils sont rentrés dans une maison, ils avaient conscience qu'ils rentraient dans une maison. On les a mis contre un mur, voilà, et assis contre le mur avec le bandeau. Et ils ont entendu, des bruits de couteaux qu'on aiguise. Sympa. Alors ils m'ont expliqué, ils sont pris tous les 3 la main en disant goodbye. C'est la fin. C'est la fin. On a tellement tous en tête les images de ces prises d'otages. Et alors en fait, hospitalité afghane oblige. Les Afghans sont arrivés, leur ont enlevé le bandeau et ont dit « Bon appétit !» Ils leur avaient préparé un grand festin et ils aiguisaient les couteaux pour couper le mouton en fait. Donc bon appétit, ils ont pleuré de joie, de stress, de tout ça. Bon, en fait, ils ont très très bien sympathisé avec leurs ravisseurs. Ouais. Voilà. Mais nous, ça, on ne savait pas. Alors vous, votre état physique quand vous rentrez en France, c'est lequel finalement? Parce que vous parliez tout à l'heure de l'état de la pollution, vous êtes quand même assez malade quand vous arrivez en France. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'étais une coquille vide. Voilà. Ouais. C'est-à-dire complètement cassée, quoi. Cassée pas parce qu'il s'était arrivé aussi. J'arrivais pas à me ressourcer. Moi, je suis quelqu'un de très sportive à la base. Quand vous vivez là-bas, vous devez toujours sortir voilé, toujours accompagné. Je peux pas faire de footing, c'est pas possible. J'ai essayé avec une amie à 6h du matin une fois, c'est trop dangereux. Vous pouvez pas sortir à l'extérieur de la ville. Pourquoi ? Parce que c'est militarisé, enfin bon, peu importe, c'est dangereux. Et surtout, dans la montagne, c'est miné. L'Afghanistan est le 3e pays le plus miné au monde. Donc vous avez beau vous promener, si les services de minage ne sont pas passés par là, et s'ils n'ont pas mis des petits galets rouges, parce que si c'est un galet rouge, ça veut dire toute cette partie gauche, par exemple, est complètement minée. Galet blanc, ça veut dire que ça a été déminé. On faut toujours faire attention où on met les pieds. Alors, mon seul petit bonheur, c'était aux Nations Unies, il y avait une piscine, et là, au mois d'été, je pouvais aller me baigner, mais c'est une toute petite piscine, et
Donc, j'arrivais pas à bien me ressourcer. Voilà. Et donc, je suis arrivée complètement à ramasser la petite cuillère. Mon médecin m'a auscultée. Et quand, justement, l'éditeur m'a demandé de témoigner, j'avais tenu un journal, bien évidemment, mais il fallait le mettre en forme. Et j'étais partie avec tous les rapports hebdomadaires que j'avais envoyés aux Nations Unies. Et en les relisant, mon ventre se mettait à gonfler. Mais comme une femme enceinte de 3 mois. Et j'ai vraiment eu très peur, je n'arrivais pas à écrire. Et en fait, j'ai vu un médecin, plusieurs médecins, jusqu'à voir un médecin indien qui était spécialiste de massage ayurvédique à base de plantes, et qui m'a dit, mais sache que le ventre est le deuxième cerveau qui emmagasine l'émotion. Et toi, tu t'as pris des coups, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais le corps dit stop, il est épuisé, il a pris trop de coups, et maintenant il veut se reposer et se recharger les batteries. Et vous, ça fait presque un an pardon, que vous êtes revenu en France. Ce pays vous manque véritablement? Oui, terriblement. Ouais. Oui. Vous avez eu des propositions déjà pour y retourner? J'ai eu des propositions pour les parlementaires, pour nous remercier des bons et loyaux les élections services. législatives aussi. Voilà, qui avaient lieu. Donc en avril dernier, ils m'ont demandé de revenir. Mon médecin m'avait dit que c'était pas encore une très bonne idée pour la santé. Puis j'avais pas fini d'écrire. Et donc je suis pas retournée. Et oui, bien sûr, d'autres projets avec les femmes et les nomades notamment. 2 questions par rapport à l'ONU. Un programme comme celui auquel vous avez participé là, est-ce qu'il était mis en place en Irak? Et sinon, pour quelle raison? Est-ce qu'il ne serait pas justement judicieux de le mettre en place? Vous voulez dire un programme de volontaires des Nations Unies? Oui, tout à fait. Vous avez raison, je ne sais pas s'il y en a. Je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Vous avez raison. Trop dangereux? Oui, mais il ne faut absolument pas comparer l'Afghanistan et l'Irak. Ouais. Absolument rien à voir. Ne serait-ce déjà par l'histoire, pas du tout la même histoire, pas du tout la même géographie, pas du tout la même volonté d'en sortir. Là, ça s'est passé vraiment différemment. Ils ne sortent pas de 25 années de guerre. Et puis la façon de procéder n'est absolument pas la même. Je dirais que voilà, c'est un peu un échec en Irak, mais c'est très positif en Afghanistan. Là, les parlementaires se sont admirablement bien passés. Vous avez vécu à l'intérieur de l'ONU en quelque sorte, d'une de ces organisations. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette institution? Kofi Annan dit à la fin, vous envoie en fait un courrier à tous pour vous remercier et dit on a besoin d'une nouvelle ONU. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette organisation? Tout simplement repenser l'ONU à notre monde, parce qu'elle a été créée il y a 60 ans, à la sortie de la guerre, avec cet idéal de paix et de solidarité entre les hommes. 60 ans après, voilà, il y a encore beaucoup de guerres. Donc repenser l'ONU tout simplement en envoyant des sages. Je sais qu'en France, c'est Robert Badinter qui est le représentant pour la France, pour repenser cette charte, repenser justement, pour faire en sorte que ce soit plus ce grand machin, un peu froid justement, et peut-être donner justement plus de place aux volontaires des Nations Unies, parce que ce programme n'est pas très connu, mais finalement nous sommes les petits bras des Nations Unies. Nous faisons tout le travail de terrain. Nous ne sommes pas du tout ces huiles onusiennes qui sont dans leurs bureaux à New York et qui voient la situation de très loin. Non, au contraire, on va sur le terrain, on n'a pas froid aux yeux et on s'engage. Vous dites quand même que le problème de l'ONU aujourd'hui, c'est qu'elle arrive un peu tard finalement à chaque fois lorsqu'il y a eu des conflits. Il faudrait qu'elle ait anticipé un petit peu plus son arrivée. C'est le propos de Kofi Annan. Voilà, c'est les États en déliquescence, justement, à quel moment arriver pour faire en sorte que ça ne bascule pas dans l'anarchie et le chaos. Repenser ça. Bien, des questions pour Amandine, si vous en avez, elle était très complète en même temps. Avez-vous des questions? Oui, madame, je vous en prie, on va vous apporter un micro rapidement si c'est possible. Voilà, juste ici. Attendez, on vous apporte un micro, sinon personne ne va vous entendre. Je vous en prie. Oui, bonjour madame. Attendez, le micro ne marche pas. Je sais pas. Si, ça marche. Ça marche, allez-y. Je voulais simplement vous demander si vous aviez revu cette petite fille que vous aviez quittée avec beaucoup de larmes. Oui, malheureusement non. Pourquoi? Parce qu'au moment de partir, j'ai pris mon appareil photo et j'ai dit à Georges, attends, je la prends en photo. Il me dit, surtout pas. Pourquoi? Nous sommes sous le régime des talibans, interdiction de prendre des photos. Donc on a eu la chance d'être libérés, il ne fallait surtout pas faire capoter notre libération par cette photo que je voulais prendre d'elle. Donc ce qui est quand même terrible, c'est qu'en effet, je suis la seule à savoir à quoi elle ressemble. Donc quelqu'un m'a dit très judicieusement récemment, finalement c'est peut-être elle qui me retrouvera un jour. Voilà. Mais moi je peux pas la retrouver parce qu'elle est peut-être dans un camp de réfugiés, puis elle aura grandi, donc c'est plus difficile pour moi. Moi j'ai pas trop changé depuis, mais peut-être que c'est... Alors c'est pour ça que je dis dans le livre, finalement j'ai mon chauffeur qui a renversé une petite Afghane, malheureusement, qui lui a fait même exploser les dents de devant.
Et en voyant cette Afghane qui ressemblait finalement à cette petite Afghane que j'avais laissée à la frontière, j'ai eu l'impression que comment dire, la boucle était bouclée. C'est-à-dire que cette Afghane, maintenant je suis sa marraine, je la suis et tout ça, je vais faire en sorte qu'elle vienne en France. Donc voilà, finalement, elle a passé le relais en tout cas. D'autres interventions? Pas de questions? Vos projets immédiats, Amandine, quels sont-ils, vos projets immédiats? Projet immédiat, alors si ça tenait qu'à moi, je prendrais un avion dès demain pour là-bas. Donc là, je trépigne, je ronge mon frein, pas tout de suite, mais bientôt. Projet immédiat, donc travailler pour les Nations Unies, pour les nomades là-bas, et puis voilà, mettre en place des échanges, des programmes d'échange, de troc et autres. Et puis faire un travail aussi sur, peut-être avec un ami, sur la place, enfin montrer la femme afghane aujourd'hui. Je sais plus la femme en burqa, c'est la femme qui en veut, qui se bat. Et justement rendre hommage à ces femmes-là, qu'elles soient ministres ou mères au foyer, mais voilà. Vous avez eu des échos du pays depuis que vous en êtes parti? Bien sûr, tous les jours. Comment ça se passe aujourd'hui en Afghanistan? Ça progresse doucement, bien évidemment. Hein, après 25 ans de guerre, on ne sort pas comme ça indemne. Je prends toujours l'image de la feuille de papier. Il faut 1 seconde pour déchirer une feuille de papier, mais il faut combien de temps pour la confectionner? Il faut aller dans la forêt, il faut tronçonner des arbres. Bon. Alors eux, ils ont mis 25 ans pour tout détruire. Il faudra 10 fois plus de temps pour tout reconstruire. On ne peut pas en 4 ans voir les résultats immédiats, sachant que tous les domaines sont à reconstruire. La santé, l'éducation, l'agriculture, tous les domaines. Et en effet, pour répondre à votre question, ce que je fais en ce moment, il y a beaucoup d'ONG en Afghanistan. Et il y en a une que je soutiens particulièrement qui s'appelle Afghanistan demain. Pourquoi? C'est que c'est une très belle histoire. Ehsan, en fait, Serge de Beaurecueil, que vous connaissez peut-être, en fait, c'est un père qui était en Afghanistan dans les années 60, avait aidé des petits-enfants des rues, en fait, avait, préparé, mis en place une école. Et il avait donné la chance à ces enfants des rues de venir après en France étudier. Et Ehsan est l'un de ces jeunes Afghans qui a eu la chance de venir étudier en France. Et pour rendre hommage au Serge de Beaurecueil qui l'a aidé à venir, il a créé cette association ONG qui s'appelle Afghanistan Demain. Et Afghanistan Demain, pourquoi j'ai décidé de soutenir cette ONG-là? C'est tout simplement parce que MSF, Médecins du Monde, AMI, toutes ces ONG-là n'ont pas besoin d'argent. Elles ont, même après le tsunami, peu importe, elles sont riches. Et la sienne est malheureusement jeune et pauvre. Mais j'ai vu son travail de terrain, puisque je vivais à Kaboul, et j'ai vu le travail de Afghanistan Demain, c'est-à-dire ils vont dans toutes les rues de Kaboul, parce que c'est des familles tellement pauvres, des familles nombreuses, avec 10, 13 enfants. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc ils errent comme ça dans les rues, ils tombent dans la drogue et autres. Donc Ehsan et puis ses équipes vont chercher ces enfants, ou même les enfants des familles pauvres qui n'ont pas les moyens d'être scolarisés, ou d'aller à l'école. Et ont créé un centre et ont 370 enfants scolarisés. Donc il leur redonne espoir. Et en fait, tout le propos de mon livre est là. Puisque l'Afghanistan est à reconstruire. Il va falloir vous soigner. Finalement, les graines de paix sont à mettre dans les générations futures. Il y a tellement une génération bafouée et autres. Et tout l'espoir est à mettre dans ces jeunes générations-là. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'UNICEF, je soutiens cette association-là puisqu'ils mettent tout l'espoir dans les générations futures et les scolarisent. Il y a urgence parce que... Et donc, en effet, vous trouverez peut-être ces dépliants à la fin. Afghanistan Demain propose de parrainer un enfant de l'ordre de 20 € par mois, ce qui permet comme ça de faire marcher la structure, les écoles, les orphelinats. Et vous êtes au courant de la vie de l'enfant en fait Alors non, puisque justement l'association n'est pas assez riche pour faire tout le mailing et autres. En tout cas, je peux vous dire, c'est quelqu'un de sûr et honnête, c'est-à-dire que l'argent, elle sert vraiment à faire fonctionner. Et peut-être qu'à plus long terme, quand l'ONG sera riche, chaque parent, occidental, pourra avoir un enfant à suivre. Mais là, c'est pour faire vraiment fonctionner. Et ce qui me fait de la peine, c'est pourquoi j'en parle maintenant, c'est que je l'ai vu il y a 2 jours, Ehsan, et qui me disait, j'avais tellement pas de fonds, je crois que je vais mettre la clé sous la porte. Je dis, mais tu peux pas faire ça, il y a 370 enfants scolarisés. Tu
peux pas fermer l'école. Comme ça, il y a des instituteurs, il fait oui, mais je n'ai plus d'argent. Et urgence, c'est dit dans le prospectus, un enfant sur 4 meurt avant l'âge de 5 ans en Afghanistan. Une dernière question pour Amandine. Oui, madame, je vous en prie, on va vous donner le micro, juste devant. Vous nous avez passionné, mais j'ai toujours une question qui me reste, puisque dans tous les reportages qu'on a vus, c'est la condition de la femme. Vous parlez de la burqa, et donc on a l'impression qu'elle est encore présente partout et que les femmes ne peuvent se déplacer qu'en burqa. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'elles ont pu avoir un petit peu de liberté? Est-ce que les femmes médecins peuvent à nouveau exercer? Parce qu'on a eu des reportages qu'on a lus où vraiment on a l'impression que les femmes ont encore du mal à faire et à exister au quotidien. Oui. Alors en fait la burqa, ça, c'est vrai que les journalistes pour ça déforment un peu la réalité, mais c'est bien de la rétablir. C'est-à-dire que la burqa a toujours existé. Hein. Je vois des photos même de l'époque du roi, de photographes comme les Michaud, très connus, à Mazar-e-Sharif. Les burqas sont blanches. Les femmes, c'est culturel. Elles portent toujours la burqa. Elles portent la burqa pourquoi? Enfin, on dit le tchadri même. Le tchadri, puisque c'est farsi. Burqa, on emploie ce terme-là au Pakistan. Alors, on porte la burqa quand on sort de son pourda. Pourda, c'est le domaine de liberté. C'est-à-dire que si une femme vit dans un domaine, dans une grande propriété, elle mettra la burqa quand elle sortira de son domaine. Mais si à Kaboul, la femme vit dans un HLM, en sortant de son HLM, elle met la burqa parce qu'elle est hors de son domaine de liberté, hors de sa famille. Et alors, en effet, les talibans en ont remis une couche où là, c'était port de la burqa obligatoire pour tout le monde. Alors qu'en effet, fin des années 70, les femmes plus libérées et autres ne portaient pas la burqa. Donc, ce qui se passe, c'est que les femmes sont tellement timorées par ce qui s'est passé, elles ont très peur de la retirer. Bien sûr, elles ont vécu l'angoisse dans le ventre de se prendre de l'acide à la figure si elles ne le apportaient pas. Donc, je pense que le plus important maintenant, c'est faire tout ce travail intérieur. Je dirais presque que c'est anecdotique, d'avoir la burqa. Ce qui compte, c'est, vous voyez, toutes les femmes, elles vont voter. Bon, elles mettent la burqa, mais elles l'enlèveront plus tard, la burqa. Ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est déjà, le travail se fait à l'intérieur. Et pour répondre à la question par rapport aux médecins, oui, les femmes reprennent, exercent. C'est ça qui est magnifique. Elles reprennent tous un travail, elles sont institutrices, elles ont le droit d'exercer et d'étudier. Oui, je vous en prie. Juste pour terminer en beauté, vous avez un très joli nom, Amandine Roche. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il signifie en Afghanistan? Oui, on ne l'a pas dit parce que ça a été un sésame pour vous finalement, mais votre complètement, nom. Hein. Puis c'était déjà avec les talibans, c'est la raison, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la raison pour laquelle, et vous avez raison, c'est comment terminer en beauté. C'est pour ça que j'ai peut-être aussi ce lien si fort avec ce pays. C'est que finalement, donc je m'appelle Amandine Roche, et ça a une signification en farsi, puisque Aman c'est la paix, Din la protection et Roche la joie. Donc littéralement, c'est Amanodin Roche, ce qui veut dire l'heureuse gardienne de la paix. Donc un nom vraiment prédestiné. Merci à vos parents. Je voudrais juste... Je voudrais juste terminer, si vous le permettez, en vous citant. C'est une phrase que vous écrivez le 14 septembre 2004. Vous dites « Plus nous nous dépouillons et plus nos existences deviennent pleines. L'ironie que la plupart des êtres accumulent des biens dans l'espoir d'atteindre cette plénitude et ils découvrent finalement que leur vie est vide. Je suis fermement convaincu que c'est dans le renoncement que l'on atteint le divin. » Voilà, ça me semble une bonne conclusion pour votre conférence. Amandine, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup.